Comme l'écrivait le philosophe Sénèque, témoin de son époque, le bourreau ne doit pas chômer. Et effectivement, dans la Rome antique, on ne chômait pas vraiment dans les casernes, les tribunaux, les amphithéâtres et autres maisons de maître. Et commençons donc par l'armée romaine, où l'on ne plaisantait pas avec la discipline. La machine de guerre la plus redoutée de l'Antiquité ne tolérait en effet ni faiblesse, ni même la trahison. Et pour garantir l'obéissance absolue, Rome inventa des punitions qui encore aujourd'hui donnent froid dans le dos. Son nom vient du latin decimatio, littéralement réduction par un dixième. Lorsqu'une cohorte fuyait au combat, se mutinait ou désobéissait gravement, un rituel terrifiant se mettait en place. Chaque soldat tirait au sort un caillou ou une pièce, et ceux qui tombaient sur la marque fatale étaient désignés pour mourir. 1 sur 10. Mais ce n'étaient pas les officiers qui exécutaient la sentence. C'étaient leurs propres camarades. Chaque groupe de 10 devait battre à mort celui désigné, souvent à coups de bâton ou de pierre. Le message était clair, la peur de l'ennemi ne devait jamais dépasser la peur du commandement. Cette pratique n'était pas fréquente, mais elle fut bel et bien utilisée. En 71 avant Jésus-Christ, après la déroute de troupes, sous les ordres de Crassus, lors de la révolte de Spartacus, la décimation fut ordonnée pour rétablir la terreur militaire. Elle fut aussi envisagée par Marc-Antoine après la fuite d'une légion en partie et appliquée dans certains cas sous le règne d'Auguste. Le rituel se faisait devant toute la troupe, dans un silence glacial, et les survivants étaient ensuite réintégrés avec la culpabilité d'avoir tué un frère d'armes. Mais la décimation n'était que le sommet de l'iceberg. Il existait une autre peine terrible, le fustuarium. Ce châtiment était réservé aux voleurs, aux déserteurs et aux traîtres. Le condamné était ligoté, puis frappé à mort à coups de bâton par l'ensemble de sa centurie. Cette fois, pas de tirage au sort, c'était l'ensemble du groupe qui s'acharnait. La sentence était aussi publique que brutale, et son but n'était pas seulement de punir le coupable, mais d'ancrer l'obéissance dans la chair et les nerfs de tous ceux qui regardaient. Certaines punitions n'allaient pas jusqu'à la mort, mais elles étaient conçues pour humilier et briser la volonté. Un soldat lâche ou indiscipliné pouvait être condamné à manger seul par terre, loin de ses frères d'armes, comme un chien. D'autres devaient dormir hors du camp, exposés aux intempéries, sans feu ni protection, à la merci des loups ou des pillards. On raconte que sous certains commandants, on obligeait même les fautifs à revêtir une tunique féminine en public, dans un monde où l'honneur viril était sacré. Ce n'était pas anecdotique, être moqué par ses camarades revenait à une forme de mort sociale. Le manque de courage en bataille pouvait aussi entraîner une dégradation, perte du rang, suppression des primes ou même un transfert dans une unité d'auxiliaires sans gloire. Un centurion rétrogradé devait porter une ceinture plus basse, signe visible de son déshonneur. Quant à l'exil, il n'était pas rare non plus. Certains étaient bannis dans des zones désertiques ou affectés à des tâches ingrates, comme creuser des fossés ou construire des palissades, loin des combats, des décorations et de l'héroïsme. Le plus glaçant reste sans doute le contraste entre la rigueur des peines et l'acceptation collective. Les soldats eux-mêmes soutenaient ces punitions, convaincus qu'elles protégeaient la survie du groupe. Pour eux, mieux valait un camarade mort qu'un groupe désorganisé et écrasé. La fraternité militaire romaine se construisait autant sur la loyauté que sur la peur. Végès, au IVe siècle, rappelle que la discipline est la force principale des armées. Et cette discipline, Rome la faisait entrer par la force si besoin. Chaque coup de bâton, chaque sentence publique, chaque humiliation servait à rappeler une seule vérité. Dans la Légion, la survie n'était possible qu'au prix de l'obéissance absolue. Et si Rome a tenu son empire pendant 5 siècles, c'est peut-être aussi parce que ses soldats savaient qu'une erreur ne coûtait pas seulement la vie, mais parfois l'honneur, ou bien le regard de ses frères d'armes. Dans la Rome antique, la figure du père de famille, le pater familias, n'était pas seulement celle d'un chef domestique, mais d'un véritable souverain à l'échelle de son foyer. La patria potestas, ou puissance paternelle, conférait au père un pouvoir légal absolu sur ses enfants, son épouse et ses esclaves. Il pouvait dans certains cas décider de leur mariage, de leur avenir, ou même de leur vie. Ce pouvoir n'était pas symbolique, il était juridiquement reconnu. Un des cas les plus célèbres est celui de Tite Manlius Torquatus, consul en 340 avant Jésus-Christ. Son fils, également nommé Tite Manlius, avait bravé un ordre direct du général pour combattre un ennemi en duel.
Bien qu'il ait remporté la victoire, son père, pour faire respecter la discipline militaire, ordonna son exécution. L'épisode transmis par Tite-Live fut longtemps cité comme l'exemple ultime du primat de la loi sur l'émotion, de la République sur la famille. Le père avait également le droit, en théorie, de tuer un enfant nouveau-né s'il estimait qu'il n'était pas viable, difforme ou s'il était issu d'une relation jugée inappropriée. Dans la pratique, ces décisions étaient de plus en plus encadrées dès le 1er siècle de notre ère, notamment sous l'influence du droit impérial. Mais la tradition restait forte, surtout dans les campagnes ou chez les familles conservatrices. Concernant la sexualité dans la maison romaine, les textes anciens mentionnent plusieurs cas d'exécution commises par des pères, et ce pour des raisons d'honneur. En cas d'adultère, un père avait le droit de tuer sa fille et son amant s'il les surprenait en flagrant délit dans sa propre maison. Le droit romain reconnaissait ce geste comme une réaction légitime à une offense majeure à la dignitas familiale. Un récit ancien rapporte le cas de Lucius Hostius, un jeune homme qui aurait été tué par son propre père après avoir entretenu une relation avec une esclave de la maison. Le père, selon ce récit, aurait considéré ce comportement comme une atteinte grave à l'honneur familial. Ce cas, mentionné de manière marginale dans certaines sources, est utilisé comme illustration de la sévérité des mœurs privées dans certaines familles romaines. Les femmes, bien qu'en théorie sous la tutelle de leur mari ou de leur père, voyaient parfois leur situation évoluer selon leur statut et leur fortune. Mais dans une maison placée sous l'autorité d'un pater familias strict, elles restaient soumises à des normes morales rigides où le moindre écart pouvait justifier une réclusion, un divorce expéditif, voire pire dans les cas extrêmes. Le pouvoir du père ne s'arrêtait pas à ses enfants biologiques. Les esclaves, eux aussi, étaient sous sa totale domination. Bien que leur sort fût encadré par certaines lois, surtout à partir de l'époque impériale, leur vie dépendait largement de la volonté de leur maître. Le père pouvait vendre, punir, affranchir ou bien marier un esclave selon ses intérêts économiques ou personnels. Au fil des siècles, l'Empire romain a tenté de limiter les abus de la patria potestas. L'empereur Auguste, puis Hadrien, ont promulgué des lois pour restreindre certaines violences, surtout contre les esclaves et les enfants. Mais dans les mentalités, l'image du père romain tout-puissant a perduré. Il incarnait une autorité sacrée, un pilier social, un homme qui n'était pas seulement chef de famille, mais aussi juge, gardien de l'honneur et détenteur de la tradition. Dans la Rome antique, l'esclave n'était pas un être humain au sens juridique. Il était une res, c'est-à-dire une chose, un bien meuble que l'on pouvait vendre, louer, punir, torturer ou bien tuer. Le droit romain ne reconnaissait aucune personnalité juridique à l'esclave. Il ne pouvait ni se marier officiellement, ni posséder quoi que ce soit, ni même porter plainte. S'il était tué par son maître, ce n'était pas un meurtre, mais la destruction d'une propriété privée. Il appartenait à son dominus, corps et âme. Certains auteurs romains, comme Sénèque, ont tenté d'humaniser la condition servile. Il écrivait dans ses lettres à Lucilius qu'il fallait traiter les esclaves avec modération, rappelant que ce sont des hommes, non des bêtes. Mais Sénèque, philosophe stoïcien, était une voix isolée. La grande majorité des élites romaines considéraient leurs esclaves comme des instruments de travail, interchangeables et destinés à l'obéissance absolue. Les supplices étaient nombreux et codifiés. Le marquage au fer rouge était courant, notamment pour les esclaves accusés de vol ou de tentative de fuite. On leur gravait alors les lettres FUG pour Fugitius sur le front ou bien l'épaule. Certains portaient des colliers de métal clouté d'inscriptions comme « Retenez-moi, je fuis mon maître ». Ces colliers pesants servaient à la fois de punition, d'humiliation et de dissuasion. D'autres esclaves, pris en flagrant délit ou jugés récalcitrants, étaient mutilés. L'amputation d'une oreille, d'un doigt ou d'un pied n'était pas rare, surtout dans les grandes exploitations agricoles appelées latifundia, où les esclaves travaillaient en masse sous la surveillance brutale d'intendants armés. Dans ces domaines, la vie humaine valait moins qu'un outil bien affûté. Les esclaves agricoles y mouraient par milliers, d'épuisement, de faim ou bien de coups. La crainte constante de la révolte nourrissait une logique de punition collective. L'exemple le plus célèbre est celui de Lucius Pedanius Secundus, préfet de Rome au 1er siècle de notre ère. Selon Tacite, l'un de ses esclaves l'aurait assassiné dans son sommeil. Le Sénat, invoquant la loi, ordonna l'exécution de tous les esclaves de sa maison. 400 personnes en tout
hommes, femmes et enfants. Le peuple de Rome protesta avec véhémence, des voix s'élevèrent contre cette sentence. Mais le Sénat, soutenu par le consul Gaius Cassius, rappela que la loi était claire. Tous les esclaves vivant sous le même toit devaient mourir pour n'avoir pas empêché le crime. Les châtiments pouvaient aussi prendre une forme plus symbolique, mais tout aussi destructrice. Le fustuarium, comme on l'a vu, une sorte de bastonnade collective, était normalement réservé aux soldats, mais certains maîtres l'adaptaient à leur domesticité, une sorte de lynchage organisé où les autres esclaves devaient eux-mêmes frapper le condamné jusqu'à ce que mort s'ensuive. Refuser de participer, c'était risquer d'être accusé de complicité. Certains esclaves étaient enchaînés en permanence, surtout ceux que l'on considérait comme dangereux ou rebelles. On les appelait les vinculis servientes. Ils vivaient, mangeaient et dormaient avec des chaînes aux pieds, parfois attachées à un mur ou reliées à une boule de métal. Les Romains ne voyaient là aucune cruauté, c'était un simple outil de sécurité domestique. Dans les zones urbaines, les esclaves affectés aux tâches domestiques étaient mieux traités, parfois même éduqués, mais leur vie ne tenait qu'à l'humeur du maître. L'historien Valère Maxime raconte l'histoire d'un patricien qui, irrité par la maladresse de son cuisinier, le fit jeter vivant dans un vivier à Murènes, ces poissons carnassiers que l'on nourrissait parfois d'esclaves condamnés. Une cruauté gratuite, mais légale. Les esclaves de théâtre, d'orchestre ou de bordel étaient également soumis à une violence systémique. Loués ou vendus à des exploitants, ils étaient soumis à des contrats écrits, mais pas en leur nom, puisqu'ils n'avaient pas d'identité civile. Le moindre désaccord se réglait à coups de bâton, de fouet ou de chaîne. Les esclaves prostitués, hommes et femmes, portaient parfois un bracelet d'identification autour du cou, signalant leur statut, leur prix et le nom de leur propriétaire. Même après des années de loyauté, un esclave n'était jamais à l'abri. Certains maîtres promettaient la manumissio, c'est-à-dire l'affranchissement, comme récompense ultime. Mais cette promesse non écrite pouvait être révoquée à tout moment. Et si l'esclave devenait vieux ou malade, il était souvent vendu à bas prix, abandonné ou tout simplement éliminé. Le vieil esclave, inutile, ne servait plus qu'à peser sur les comptes du dominus. Malgré ces souffrances, certains esclaves ont laissé des traces étonnantes dans les sources. Des graffitis retrouvés à Pompéi montrent des esclaves se moquant discrètement de leur maître ou gravant leur nom pour laisser une empreinte d'existence. Des tablettes funéraires, parfois commandées par des affranchis en hommage à leurs anciens compagnons, rappellent que derrière chaque bien meuble se cachait une personne, un destin ou bien encore un espoir d'évasion, d'affranchissement ou simplement de survie. Le droit romain distingue rigoureusement les statuts sociaux et cette distinction structure profondément les peines judiciaires infligées. Un citoyen romain bénéficie d'un corpus juridique complexe. Comme on l'a dit, les esclaves sont considérés comme des biens meubles. L'affranchi, lui, se situe entre les deux, bénéficiant de quelques droits, mais restant sous la tutelle symbolique de son ancien maître. Le citoyen romain, sauf en cas de haute trahison, ne pouvait être crucifié, une peine considérée comme infamante, réservée aux esclaves fugitifs, aux brigands et aux prisonniers de guerre. Saint Paul, citoyen romain, sera décapité, une peine jugée plus digne, tandis que Pierre, simple sujet, est crucifié selon la tradition. Parmi les peines les plus redoutées, la crucifixion figure au sommet. Loin de l'image figée que véhicule la tradition chrétienne, elle était un supplice long et visible, pratiqué sur les routes, les collines ou aux abords des villes, et ce, pour frapper les esprits. La victime était souvent fouettée au préalable, puis clouée ou liée à une poutre verticale et une traverse. La mort pouvait survenir par asphyxie, choc, hémorragie ou simple déshydratation, et ce, après 2 ou 3 jours d'agonie. Sous l'Empire, la crucifixion est attestée par les esclaves accusés de vol, de viol ou de conspiration, mais également par les gladiateurs révoltés après la fuite de Capoue, à l'exemple de 6000 compagnons de Spartacus, cloués le long de la Via Appia par Crassus en 71 avant Jésus-Christ. La flagellation constitue également une peine intermédiaire et plus fréquente. Elle pouvait être infligée en public ou dans un cadre privé, souvent au forum ou dans l'arène, avec des fouets ou des verges de fer. La flagellation était parfois fatale, notamment lorsqu'elle visait les esclaves ou les condamnés déjà affaiblis. Des sources évoquent des flagellations rituelles à des fins d'humiliation. Certains condamnés devaient crier leurs fautes, vêtus de haillons,
devant une foule rassemblée par le magistrat. Le terme latin « flagrum » désigne ce fouet à plusieurs lanières, parfois muni de pointes métalliques, utilisées dans certains cas de justice militaire. La peine du bûcher, elle, était réservée à des crimes perçus comme particulièrement impurs, comme par exemple l'incendiaire, le parricide ou l'empoisonneur, qui pouvaient donc être brûlés vifs, ligotés à un poteau. Cette peine servait également d'avertissement à la communauté. Le digeste de Justinien mentionne plusieurs cas d'individus condamnés à être brûlés pour pratiques magiques interdites ou tentatives d'empoisonnement par sorcellerie. Le feu, dans la symbolique romaine, purifie autant qu'il punit. Mais l'une des peines les plus extraordinaires reste le poena culei, châtiment réservé aux parricides, c'est-à-dire ceux qui tuaient leur propre père ou leur mère. Le condamné, privé de son nom et de sa dignité, était cousu dans un sac en cuir avec 4 animaux, un chien, un coq, un singe et une vipère, chacun symbolisant une transgression ou une inversion morale. Le tout était ensuite jeté dans un fleuve, souvent le Tibre. Ce supplice est attesté dès la fin de la République et encore sous le règne d'Adrien au IIe siècle. Certains récits rapportent que le condamné pouvait être précédemment battu ou affamé pour affaiblir ses forces, prolongeant ainsi sa terreur avant l'exécution. Cette mise en scène complexe servait un objectif pédagogique, rappeler l'ordre social romain, fondé sur la pietas, ce respect sacré envers les parents, les dieux et la cité. Le meurtre d'un père ou d'une mère ne rompait pas seulement le lien du sang, il brisait l'harmonie de l'univers domestique et cosmique. Le sac cousu hermétiquement empêchait le criminel de rejoindre la terre ou le ciel, il mourait hors du monde, dans les eaux troubles. Le droit romain, dans son extrême précision, prévoyait aussi des peines complémentaires selon les cas, comme la confiscation des biens, la perte du droit de cité, le bannissement, ou bien la condamnation aux travaux forcés dans les mines. Ces peines infamantes étaient souvent plus redoutées que la mort elle-même. Travailler dans les mines d'Espagne ou de Dalmatie revenait pour un citoyen déchu à une condamnation lente où l'épuisement remplaçait le fer du bourreau. Les magistrats, qu'ils soient questeurs, prêteurs ou proconsuls, disposent d'une marge d'interprétation importante. Le peuple pouvait intervenir, parfois pour protester contre la cruauté perçue d'un châtiment, comme lors de l'exécution de 400 esclaves à Rome sous Néron, comme on l'a vu après l'assassinat du préfet Pedanius Secundus par l'un de ses serviteurs. Malgré la protestation populaire, le Sénat confirme la peine. Tous les esclaves de la maison furent exécutés, et ce afin d'éviter toute contagion d'insoumission. Enfin, le théâtre judiciaire n'est jamais dissocié de la scène politique. Les punitions publiques, les supplices exemplaires, les annonces au forum participent à un ordre social mis en spectacle. Rome ne tue pas seulement pour punir, elle montre, elle avertit, et au final, elle rappelle la hiérarchie invisible qui fonde l'Empire. Dans les arènes romaines, les frontières entre la justice et le divertissement s'effaçaient sous les cris de la foule. Dès l'époque républicaine, et surtout sous l'Empire, les exécutions publiques devenaient un outil politique, un rite collectif et un moment d'exaltation populaire. La damnatio ad bestias, littéralement la condamnation aux bêtes, était réservée aux criminels considérés comme indignes de toute pitié, comme les esclaves révoltés, les meurtriers, les violeurs, les incendiaires, ou bien tout simplement les ennemis de l'État. Leur sort était scellé non pas par l'épée du bourreau, mais par les crocs d'un fauve. Un récit de Lucien de Samosate rapporte le cas d'un homme condamné pour sacrilège, que l'on força à jouer le rôle d'Orphée dans une mise en scène grotesque. Il entrait vêtu d'une tunique de poète, tenant une lyre, tentant de charmer des ours affamés, avant d'être déchiqueté sous les acclamations du public. Ces scènes de mort théâtralisées n'étaient pas improvisées. Des metteurs en scène, appelés curatores ludorum, coordonnaient les entrées des animaux, les accessoires et les costumes. Les lions étaient parfois affamés plusieurs jours à l'avance. Dans l'arène, les condamnés pouvaient être enchaînés, nus ou déguisés, et ce pour accentuer l'humiliation. La pratique se raffine encore sous les règnes de Néron, Domitien et Commode. À Rome, mais aussi dans les provinces, les arènes deviennent des théâtres judiciaires. Le Colisée, inauguré en 80 après Jésus-Christ par Titus, pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Selon Suétone, des centaines d'hommes y furent mis à mort en une seule journée. En Afrique du Nord, à Carthage ou Tisdrus, des mosaïques montrent des léopards sautant sur des condamnés attachés à des poteaux.
L'archéologie révèle parfois la présence de fosses et de trappes sophistiquées permettant l'entrée subite des bêtes. Les bestiaires, eux, dressaient les animaux au carnage. Ces exécutions servaient à affirmer l'ordre social. Elles rappelaient la toute-puissance de Rome, la condition servile des esclaves et le châtiment réservé à ceux qui enfreignaient la loi ou luttaient contre l'autorité impériale. Mais l'horreur ne se limitait pas aux fauves. D'autres spectacles, encore plus cruels, reproduisaient les supplices des héros mythologiques à l'identique, avec des condamnés à mort dans le rôle principal. Un homme pouvait ainsi incarner Prométhée, enchaîné à un rocher pendant qu'un vautour dressé lui dévorait le foie, scène décrite dans les Satyricons de Pétrone. Un autre jouait Mucius Scaevola et devait tenir sa main dans un brasier sans crier, au risque d'être fouetté en cas de plainte. Le poète Martial évoque le cas d'un acteur condamné, brûlé vif, pour jouer Hercule mourant sur son bûcher. Les Romains appelaient cela aotepsia, la réalité poussée à l'extrême dans la représentation. Le spectacle n'était pas une illusion, il exigeait le sang véritable. Ces exécutions mythologiques fascinaient car elles reliaient le droit, la religion et le théâtre. Elles transformaient la peine capitale en catharsis publique. Face à ces mises à mort théâtrales, tous les condamnés n'acceptaient pas leur sort sans broncher. Des récits rapportent que certains gladiateurs ou condamnés, refusant la posture de victime, préféraient provoquer les gardes, se trancher la gorge avec un clou ou bien courir volontairement contre les bêtes pour mourir plus vite. Tacite, dans les Annales, évoque des prisonniers qui s'écrasèrent la tête contre les murs de leurs cellules plutôt que de subir le spectacle. Ces gestes désespérés soulignent la terreur que ces exécutions inspiraient, même chez les hommes les plus endurcis. Le choix n'était pas entre la vie et la mort, mais entre une mort immédiate et une lente agonie offerte au rire de la foule. Le pouvoir romain utilisait ces supplices comme outil politique. Sous Claude, Néron ou Adrien, les jeux étaient soigneusement programmés pour coïncider avec des crises, des révoltes ou bien des soulèvements d'esclaves. On sacrifiait publiquement des dizaines de prisonniers pour rappeler que l'ordre romain était fondé sur la punition exemplaire. Les sénateurs assistaient aux jeux depuis les gradins les plus bas. Le peuple depuis les hauteurs, chacun voyant dans la peine capitale une confirmation de sa place dans la hiérarchie. Le sang était un langage dans une société fondée sur la domination. La brutalité ritualisée servait de rappel constant. Rome ne pardonne pas, elle punit. À Rome, la peine ne se limitait pas à la souffrance physique. Elle pouvait frapper l'honneur, la réputation ou bien la mémoire. Dans une société fondée sur la dignitas, l'infamia, c'est-à-dire la perte d'honneur, pouvait briser un citoyen plus sûrement que le fouet. L'un des châtiments les plus visibles était le port du titulus, une plaque ou un collier de fer fixé autour du cou, sur lequel était inscrit le crime commis. Certains portaient l'inscription « Fugitivus teneme », c'est-à-dire « Fugitif, arrête-moi », gravé à même le métal. D'autres, plus humiliants encore, affichaient « Fursum », c'est-à-dire « Je suis un voleur », clouant le condamné à son propre aveu. L'esclave puni pouvait porter ce collier en public, parfois toute sa vie, ce qui en faisait un signal permanent de sa faute. Le corps servait aussi d'espace d'humiliation. Le rasage du crâne, en particulier pour les hommes libres, signifiait la perte de virilité et de statut. Chez les Romains, les cheveux courts mais soignés marquaient l'appartenance à la civitas. Être tondu revenait à perdre symboliquement son identité. Dans certains cas, on obligeait les condamnés à rester enchaînés à un poteau dressé sur une voie fréquentée. Le poteau ou fourca était utilisé non seulement pour attacher, mais aussi comme structure de portage. Le condamné devait parfois le porter sur les épaules, bras liés en croix, dans une posture humiliante, exposé au colibet. Cette forme de supplice moral était fréquente dans les latifundia, les grands domaines agricoles, où les esclaves fautifs étaient ainsi exposés aux autres comme avertissement. Chez les classes supérieures, la justice romaine utilisait une autre arme, l'exil. Non pas un bannissement vague, mais une exclusion géographique précise. En effet, la relégation interdisait aux condamnés de vivre dans Rome ou dans toute l'Italie. Ovide, exilé à Tomis, dans les bords du pont Euxin, par Auguste, reste l'un des cas les plus célèbres. Loin de Rome, il était privé non seulement de sa famille, mais aussi de sa langue, de sa culture et de son public. Sénèque, lui, fut envoyé en Corse par l'impératrice Messaline, et ce pour une affaire d'adultère. Durant 8 ans, il y perdit toute influence politique et n'en revint que grâce à l'intervention d'Agrippine, la mère de Néron.
L'exil n'était donc pas la mort physique, mais plutôt une mise à mort sociale. Rome savait ainsi punir sans verser de sang, parfois juste en traçant un trait sur un nom. À Rome, la justice n'était pas seulement un instrument de droit, mais un outil symbolique, un théâtre politique où chaque punition servait de message à la cité entière. Par exemple, lorsque Catilina meurt en 62 avant Jésus-Christ, après avoir tenté de renverser la République, son cadavre est volontairement laissé à la vue de tous. Salluste, qui a écrit peu après les faits, décrit son corps gisant au sol, toujours farouche dans la mort, exposé comme l'exemple du traître anéanti. L'image du chef de conjuration tombé au combat devient un avertissement tangible, une leçon de dissuasion pour tous les autres ambitieux. Avec le début de l'Empire, le pouvoir impérial récupère la justice spectaculaire à son profit. Sous Néron, accusé d'avoir incendié Rome, les chrétiens sont pris pour boucs émissaires. Tacite raconte que certains sont couverts de poix, puis brûlés vifs à la nuit tombée pour éclairer les jardins de l'empereur. D'autres sont livrés aux bêtes ou crucifiés. Le supplice devient performance. Il sert à distraire, à punir, à gouverner par la terreur et l'humiliation publique. Ces scènes sont décrites non pas par des siècles de légendes, mais par des témoins contemporains comme Tacite, avec une précision glaçante. Sous Domitien, un récit rapporte que certains philosophes stoïciens, critiques du régime, comme Épictète ou Dion de Prusse, furent bannis, réduits au silence ou forcés à l'exil. D'autres, moins connus, auraient été exécutés de manière publique et stylisée, non pour leurs actes, mais pour leurs idées. L'objectif n'est pas simplement d'éliminer un opposant, c'est d'illustrer le pouvoir de l'empereur sur les corps et les pensées. Le Sénat se tait et le public regarde. Et puis vient l'an 222, quand l'empereur Héliogabale est assassiné par la garde prétorienne. Ce jeune souverain, jugé débauché et hérétique, est traîné nu dans les rues de Rome, son cadavre mutilé, insulté, puis jeté dans le Tibre. Même mort, son corps reste un objet politique. On ne lui accorde ni sépulture ni silence. Son exécution posthume est à lui seul un spectacle, celui de la damnatio memoriae en action. Il ne s'agit plus de juger un homme, mais d'effacer un règne tout entier. Comme on l'a vu à Rome, la mort ne signifiait pas toujours la fin du châtiment. Certains condamnés étaient privés de sépulture, ce qui pour les Romains représentait une damnation bien plus effroyable que la mort elle-même. Être inhumé, même sommairement, était indispensable pour reposer en paix et échapper aux tourments de l'âme errante. Refuser la sépulture, c'était condamner l'esprit à errer pour l'éternité. On disait que ces âmes hantaient les vivants, qu'elles réclamaient justice en semant la maladie ou la folie. Les auteurs antiques rapportent des cas où les cadavres des traîtres étaient jetés dans le Tibre ou exposés à la pourriture, afin qu'aucun rite funéraire ne vienne apaiser leur esprit. Après l'exécution de Seianus, favori déchu de Tibère, son corps fut abandonné à la foule, traîné dans les rues, démembré, puis privé d'inhumation. Le peuple craignait pourtant que son fantôme revienne. Certains auraient ainsi déposé en cachette des offrandes pour apaiser son spectre. Et lorsque la fureur populaire dépassait l'ordre établi, des rituels d'expiation étaient parfois nécessaires. Par exemple, après l'exécution de Vestale, accusée de parjure ou d'adultère, et enterrée vivante selon le rite ancestral, les prêtres de Rome offraient des sacrifices pour purifier la cité, persuadés que le moindre déséquilibre dans les rites pouvait attirer la colère des dieux. Ainsi, à Rome, la justice était une démonstration publique de pouvoir autant qu'un système juridique. Brutalité et raffinement légal coexistaient dans l'unique but d'inspirer crainte, ordre et soumission. Chaque peine devenait en ce sens une leçon pour la cité entière, visible par tous. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.